Bonjour à tous. Donc, on va reprendre notre séance de rattrapage du cours aspect juridique. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons essayer de voir, c'est la deuxième partie du droit, qui est le droit subjectif. Donc, la dernière fois, nous avions vu une des grandes branches du droit qui était le droit objectif. Aujourd'hui, on passe à la deuxième branche qui n'est rien d'autre que le droit subjectif. Alors, il faut savoir que le droit subjectif est partagé en deux grandes branches, ce qu'on appelle le droit patrimonial et les droits extra-patrimoniaux. Alors, la première question qui doit venir à l'esprit, c'est la première question qui doit venir à l'esprit, c'est quoi le patrimoine? Alors, est-ce que ce mot vous dit quelque chose, le terme patrimoine? Effectivement, M. Hamdini, le patrimoine, c'est les biens. Donc, c'est tout ce qui a une valeur pécuniaire, tout ce qui a une valeur monétaire. Donc, quand on parle de droits patrimoniaux, donc on est en train de parler aussi des biens. Donc, parmi les droits patrimoniaux, il y a des droits que l'on peut toucher et qu'on peut s'approprier. Par exemple, quelqu'un qui a un lot de terrain, quelqu'un qui a une maison. Là, on va appeler les choses, c'est le patrimoine de la personne. Maintenant, il y a d'autres droits patrimoniaux qu'on ne peut pas palper, donc qui ne sont pas touchables, et qui ont une réalité juridique. Et ils vont faire partie de votre patrimoine. Là, ils se divisent en ce qu'on appelle les droits réels, personnels et les droits intellectuels. Par exemple, quand on va parler de la propriété intellectuelle, là, elle fait partie de votre patrimoine. Donc, il faut savoir qu'en Algérie, conformément au Code civil, le patrimoine se divise en deux parties, ce qu'on appelle les biens meubles et les biens immeubles. Donc, les biens meubles, ce sont les choses qu'on peut déplacer. Les biens immeubles, c'est les choses qu'on ne peut pas déplacer. Donc, on va mettre les biens matériels. Donc, on peut comparer les biens meubles et les biens immeubles dans leur vente et dans leur propriété. Parce que les deux, vous allez pouvoir les vendre et les deux sont votre propriété. Si on parle par exemple d'un bien immeuble, là, selon la loi, il doit être soumis à une publicité, ce qui n'est pas le cas de la vente d'un meuble. Par publicité, ce qu'on veut dire, par exemple, si vous vendez une maison, il va falloir faire la publicité de cette vente, pas une publicité dans le journal, mais dans les offices notariales. Vous devez afficher comme quoi M. X, par exemple, a vendu telle maison à M. Y. Le but de cette publicité, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à cette vente, il a un certain délai pour le faire. À titre d'exemple d'opposition, une maison où il y a des héritiers. Voilà, 90 jours. Une maison où il y a des héritiers. L'un des héritiers vend, les autres vont apprendre, ils vont venir faire opposition. Alors, il faut savoir quand on parle de propriété, celui qui possède un bien meuble de bonne foi est propriétaire de ce bien. Donc, parmi les biens immeubles, si une personne va posséder un bien immeuble sans avoir le titre de propriété, il doit y rester un certain nombre d'années pour pouvoir être propriétaire. Ça, on pourra le voir par la suite.
Alors, il faut savoir que les droits patrimoniaux sont composés en droits réels, personnels et intellectuels. Alors, le droit réel, c'est quoi? C'est le pouvoir tout simplement réel, direct, que vous avez sur quelque chose. Donc, un individu, par exemple vous allez pouvoir exercer quatre types de droits. Alors, on va noter, c'est le droit réel. Donc, vous allez pouvoir exercer 4 types de droits sur les objets que vous possédez. Alors, les 4 types de droits, c'est quoi? D'abord, c'est l'utilisation. Donc, vous pouvez utiliser la chose que vous possédez. Il y a ce qu'on appelle la perception des fruits. Ça veut dire que vous allez gagner de l'argent à partir de cette chose. Par exemple, si je loue la chose, si elle produit, si elle génère de l'argent, j'ai le droit de percevoir le fruit de la production de cette chose. Je peux la vendre, la donner ou la modifier. Tout comme je peux l'utiliser comme garantie de paiement. C'est comme quand vous entendez dire qu'il y a des gens qui vont hypothéquer leurs biens. Par exemple, ils vont emprunter de l'argent à la banque et ils vont donner par exemple leur maison, leur voiture, leur or, n'importe quoi, sous forme d'hypothèque. Ça veut dire qu'ils vont le mettre à la disposition de la banque. Comme ça, s'ils ne remboursent pas la banque va prendre le bien et elle va le vendre. Maintenant, il faut savoir que le droit réel se divise à son tour en 2 types de droits. Ce qu'on appelle le droit réel principaux et le droit réel accessoire. Alors, dans les droits réels principaux, nous avons d'abord ce qu'on appelle le droit de propriété. Qui dit droit de propriété, ça veut dire que c'est le droit le plus fort dans le droit réel et le plus complet. Donc, il réunit les 3 pouvoirs qu'on a cités plus haut. Ça veut dire si vous avez un bien meuble ou immeuble, par exemple le propriétaire d'une maison, il pourra habiter, louer, il peut la vendre, comme il peut la détruire à sa maison. Mais ce pouvoir, il peut être réduit aussi. Donc, vous ne pouvez pas abuser de ce pouvoir en causant des dommages à vos voisins. Par exemple, l'expropriation pour l'utilité publique. Même si vous avez une maison, l'État peut venir vers vous dire, je récupère cette maison moyennant un dédommagement. Pourquoi? Parce que je vais faire une autoroute à cet endroit et cette autoroute est d'une utilité publique. Donc, il servira à tout le monde. Donc, vous n'avez pas le droit de vous opposer. Malheureusement, c'est le cas dans la loi algérienne. Donc, vous pouvez vous opposer, mais par rapport au prix de dédommagement et non pas par rapport au fait que l'État va s'approprier votre droit. Alors, il faut savoir que le droit de propriété a plusieurs démembrements. Comme on avait parlé tout à l'heure, si vous voulez, des avantages qu'il vous procure. Donc déjà, vous avez ce qu'on appelle l'usufruit. Donc c'est le droit d'utiliser la chose et de retirer ses fruits. Donc cette chose va contenir à vous appartenir. Et l'usage que vous allez faire des fruits devrait être limité aux besoins des individus et de sa famille. Même chose, par exemple, pour une habitation familiale. Donc là, il faut savoir qu'on parlera d'un droit temporaire. Ça veut dire que celui qui va en quelque sorte, qui vous allez louer cette maison,
il a ce qu'on appelle un droit temporaire sur cette maison. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les servitudes. Donc, c'est le droit qui va permettre au propriétaire d'un immeuble, si vous voulez, d'utiliser partiellement son immeuble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on parle de servitude de passage, par exemple, les servitudes de passage, c'est ce qu'on appelle les espaces collectifs. Par exemple, vous avez construit un immeuble, vous allez louer les appartements à des habitants, mais ceci, par exemple, ne fera pas en sorte que l'habitant puisse avoir un droit exclusif de propriété sur les escaliers, sur la terrasse, sur la cave de l'immeuble, qui resteront ce qu'on appelle des servitudes utilisables par tout le monde, y compris par le propriétaire du bien. On peut prendre, par exemple, un autre exemple. Vous avez un lot de terrain, vous avez un voisin qui a un lot de terrain derrière le vôtre, mais malheureusement, son lot de terrain n'a pas accès à la route. Donc là, vous n'avez pas le choix. Il y a ce qu'on appelle le droit de servitude. Donc le voisin qui est derrière vous aura un droit perpétuel, donc un droit éternel de traverser votre terrain. Et la loi vous obligera à céder un passage par lequel votre voisin pourra passer, et ceci ad vitam aeternam. La loi définit quand même la largeur de la route que vous êtes obligé de céder sur votre propre terrain, que vous le vouliez ou non. Alors, la deuxième partie du droit réel, c'est ce qu'on appelle le droit réel accessoire. Alors, généralement, les droits réels accessoires sont appelés aussi les droits réels de sûreté. Alors, c'est des droits qui vont permettre tout simplement de garantir une créance. Une créance, ça veut dire une dette. Donc, ils vont donner au créancier, donc à celui qui vous a prêté l'argent, le droit d'avoir ou d'utiliser le bien que vous avez mis à sa disposition, mais de manière temporaire. Et il ne pourra l'utiliser que si vous ne remboursez pas la somme d'argent qu'il vous doit. On prend un exemple très banal. Une banque. Une banque va vous prêter de l'argent, vous allez hypothéquer votre maison. La banque ne pourra pas vendre la maison tant que le délai de remboursement n'est pas écoulé. La banque ne peut pas venir habiter dans votre maison. Mais par contre, si vous dépassez le délai, malgré les différentes injonctions de la banque, vous ne remboursez pas, la banque va prendre possession du bien que vous avez hypothéqué en tant que créancier. Et là, elle aura le droit soit de l'occuper, soit de le vendre pour récupérer son argent et vous rembourser le reste, et vous donner le reste. Dans le cas, par exemple, où la banque va vendre, disons, votre maison, par exemple, 3 milliards, et que vous avez emprunté 2 milliards. Donc là, la banque a l'obligation vis-à-vis de la loi, si elle arrive à vendre votre bien à une valeur au-dessus de la valeur réelle de l'emprunt, de vous rembourser. Mais généralement, les banques ne le font pas. Pour la simple raison qu'ils s'arrangent toujours pour vendre à la valeur exacte à laquelle de la somme qu'ils vous doivent. Alors, il faut savoir que généralement pour les biens meubles, donc quand on parle de biens meubles, ça veut dire les biens non déplaçables, on va parler de différentes formes de droits accessoires. On parlera du gage, on parlera notamment du nantissement et de l'hypothèque. Plutôt de l'hypothèque, on la garde pour les biens immeubles. Alors, le gage, c'est quoi? C'est comme ce fait un certain temps, les femmes, quand elles avaient besoin d'argent, la banque, ils vont gager leur or. Ça veut dire que c'est un bien que vous pouvez déplacer, l'or, des bijoux, de l'or, etc. Donc, ils partaient à la banque, ils remettaient à la banque leur or, et ils avaient une valeur monétaire en contrepartie. Et leur bien ne leur est redonné que le jour où ils vont rembourser la dette avec les intérêts. Donc, en quelque sorte, on va déposséder la personne de son bien qui va appartenir au créancier. Donc, il n'est plus entre ses mains. Alors, je ne reçois pas de demande pour rejoindre.
Je n'ai reçu aucune demande pour le moment, monsieur Islam. Donc, dites aux personnes qui ont envoyé de renvoyer leur demande, parce que pour le moment, je n'ai rien reçu. Alors, en contrepartie du gage, il y a ce qu'on appelle le nantissement. Alors, le nantissement, c'est quoi? C'est la même chose que le gage, mais sans vous déposséder de votre bien. Ça veut dire que le débiteur vous garde son bien. Ça veut dire, au lieu de remettre le bien à la banque, il reste chez vous. Par exemple, moi, je vais gager mon fonds de commerce. Donc, le commerçant va rester en possession du fonds de commerce, continuer son activité jusqu'à la date de remboursement. S'il ne rembourse pas, c'est à ce moment-là que la banque ou bien que le débiteur va tout simplement récupérer le bien objet du nantissement. Maintenant, quand on parle de biens immeubles, par exemple une maison, une villa, un terrain ou autre, c'est là qu'on va parler d'hypothèque. C'est une forme de gage, mais sans dépossession. Ça veut dire quand vous allez hypothéquer votre maison, on ne va pas vous dire c'est bon, vous sortez maintenant. En tant que débiteur, vous restez en possession de votre bien, mais sur papier, sur l'acte de propriété, il sera écrit ce bien appartient par exemple à monsieur X hypothéqué auprès de la banque Y. Ça veut dire que vous ne pouvez plus le vendre sans l'accord de la banque. Alors, il faut savoir que ces droits accessoires donnent à leurs bénéficiaires différents types de droits. Alors, quand on parle de ces droits, il faut savoir qu'ils vont leur donner le droit de suite. Ça veut dire que le droit pour le créancier dans le cas d'une hypothèque ou d'un nantissement, de suivre le bien où qu'il soit. Ça veut dire que s'il y a un nantissement ou une hypothèque, je peux savoir, connaître l'acheminement de l'objet pour que je puisse récupérer mon argent s'il n'y a pas eu de remboursement à la fin. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le droit de préférence. Ça veut dire que le créancier, celui qui vous a emprunté de l'argent, seront payés toujours en premier en cas de vente du bien avant les autres créanciers. Je vous donne un exemple. Alors, Belkhouja, ne vous inquiétez pas, j'ai tout enregistré, vous allez pouvoir voir la vidéo par la suite. Donc, ce que je disais, que pour le droit de préférence, imaginons que vous avez hypothéqué. Alors, le droit de préférence, ça fait partie du droit réel accessoire. Donc, on est toujours à ce niveau-là. Donc, on est dans le droit réel toujours. Alors, imaginons que vous avez hypothéqué votre maison pour emprunter de l'argent auprès de la banque A. Et en même temps, vous avez emprunté de l'argent auprès de monsieur X, monsieur Y et monsieur Z. Ou bien ne parlons pas de banque. Vous avez emprunté de l'argent auprès de Belkhouja, auprès de Ishraq et auprès de Amin. Seulement, Amin était plus prudent. Il vous a dit, moi, je veux hypothéquer votre maison. Donc, on fait un acte comme quoi la maison est une contrepartie. Imaginons que vous n'arrivez pas à rembourser, les trois vous attaquent en justice. La banque va dire, on va vendre les biens de monsieur, du monsieur qui a emprunté de l'argent. Que possède ce monsieur? Il possède que cette maison. Alors, monsieur Belkhouja, par exemple, qui a hypothéqué la maison, va dire au juge, monsieur, mais moi j'ai une hypothèque sur cette maison. Le juge, qu'est-ce qu'il va dire? D'accord, on vendra cette maison, mais les deux autres ne pourront récupérer leur argent qu'une fois que M. Belkhouja a récupéré la totalité de son argent. Ça veut dire si la banque a été vendue à 3 milliards, que Belkhouja excède 2 milliards et demi et que chacune des autres personnes excède 1 milliard, ils ne vont pas partager les 3 milliards en 3 pour une partie, non. Belkhouja va récupérer gain son argent parce qu'il a une hypothèque, il a donné 500 millions, il trace même les deux autres. Par contre, si Belkhouja n'avait pas d'hypothèque, en vendant la maison,
ils vont se partager l'argent à part égale. Voilà, si vous voulez, ce qu'on appelle le droit de préférence. Vous avez l'hypothèque, donc vous êtes remboursé en premier. Alors, toujours dans le droit subjectif, donc nous avons vu le droit réel, les droits réels principaux. Donc maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle le droit personnel. Donc, que les choses soient claires, on est toujours dans le droit patrimonial. Alors, le droit personnel, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le droit d'une personne, qu'on appelle créancier, d'obliger une autre personne, qu'on appelle débiteur, d'exécuter ses obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je vous ai emprunté de l'argent. Vous avez pris mon argent. Donc, mon droit personnel, c'est le fait que j'ai la possibilité de vous obliger à me rembourser. Alors, cette obligation peut être une obligation de faire des choses. Par exemple, de faire un travail. Ou bien de ne pas faire des choses. Par exemple, de ne pas faire des choses qui peuvent me causer des dommages. Ou bien c'est l'obligation de donner. Ça veut dire que je peux vous obliger à vendre quelque chose qui vous appartient pour me rembourser. Donc l'obligation prend trois formes. Soit l'obligation de faire, soit l'obligation de ne pas faire, soit l'obligation de donner. Donc c'est pour ça qu'on vous dit généralement que les obligations aussi peuvent être divisées en obligation de résultat. Ça veut dire que quand la personne doit réaliser un résultat précis, soit on parlera d'obligation de moyens. Ça veut dire que quand la personne peut utiliser tous les moyens pour atteindre un résultat. Par exemple, un médecin a l'obligation d'utiliser toutes ses connaissances et son matériel pour guérir un patient. Quand on parlera d'obligation de résultat aussi, par exemple, un mécanicien doit réparer la panne. Je ne le paye pas s'il n'y a pas le résultat de réparation. On parlera aussi de droit intellectuel, donc en dehors du droit personnel. Alors, il faut savoir que le droit intellectuel est considéré comme droit mixte. Ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait patrimonial et il n'est pas tout à fait extra-patrimonial. Donc, c'est le droit qu'a une personne d'exploiter son œuvre intellectuelle ou n'importe quel autre bien qui n'est pas physique. Par exemple, celui qui a écrit un livre, il a le droit de le publier comme il a le droit de ne pas le publier. Il a le droit aussi d'en tirer profit de son livre. Celui qui a inventé une machine a le droit, par exemple, de tirer profit de cette machine et de la protéger pour ne pas laisser quelqu'un fabriquer la même machine que lui. Quand on parle de propriété, la propriété peut être littéraire, elle peut être artistique, comme elle peut être industrielle. Maintenant, si on passe vers les droits extra-patrimonial, donc la deuxième branche qu'on a vue ici. Alors, il faut savoir qu'un droit extra-patrimonial est un droit qui est attaché à la personne depuis sa naissance et qui est en dehors de son patrimoine. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que la personne possède. Donc, même si quelqu'un ne possède rien, il a toujours un droit extra-patrimonial. Ce droit ne peut pas être vendu et ne peut pas être cédé à d'autres personnes. Alors, parmi les droits extra-patrimoniaux, on citera le droit de la personnalité. Alors, dans le droit de personnalité, qu'est-ce que vous avez comme sous-rubrique? Vous avez déjà, on vous dira, vous avez le droit au respect de l'intégrité physique.
Ça veut dire quoi, le droit au respect de l'intégrité physique? Ça veut dire que la loi vous protège contre les coups. Ça veut dire que personne n'a le droit de vous frapper. Personne n'a le droit de vous blesser. Personne n'a le droit de prendre vos organes sans votre autorisation. C'est-à-dire si quelqu'un le fait, vous pouvez l'attaquer en justice et vous aurez gain de cause. Vous avez aussi ce qu'on appelle le droit au respect de l'intégrité morale et de l'honneur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire la loi vous protège contre les injures. Que si quelqu'un vous insulte, vous avez le droit d'aller porter plainte contre lui. Vous avez le droit de protection contre la diffamation. La diffamation, c'est quoi? Ça veut dire que quelqu'un va faire sortir de fausses rumeurs vous concernant et il va les propager. Là, vous avez le droit de l'attaquer en justice parce que la loi vous protège contre la diffamation, elle vous protège contre les injures. À titre d'exemple. Vous avez aussi, bon, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Vous avez aussi le droit au nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi vous protège contre l'usurpation de l'identité. Ça veut dire si quelqu'un va se présenter en disant, par exemple, Anna, je m'appelle Bekhoja Amin, et je parle au nom de Bekhoja Amin, si Amin a des preuves que je l'ai fait, il peut m'attaquer en justice. Et vous avez évidemment, chose qui n'est souvent pas respectée, le droit au respect de la vie privée. Alors, le droit au respect de la vie privée, on va trouver beaucoup de choses. Vous avez par exemple la protection contre la divulgation des lettres personnelles. Ça veut dire si vous envoyez un courrier par la poste, si quelqu'un ouvre le courrier, il est passible d'une peine de prison. Vous avez la protection du secret professionnel. Vous avez le droit de protection contre les écoutes téléphoniques, sauf si c'est une enquête avec un mandat du juge, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle le droit à l'image. Alors, quand on parle à l'image, ça veut dire quoi? Ça veut dire la publication de vos photos sans votre autorisation n'est pas autorisée. Si un journal ou n'importe qui publie vos photos sans votre autorisation, vous pouvez l'attaquer en justice et demander des dommages et intérêts. Sauf, bien sûr, il y a toujours une exception, si c'est des photos de foule ou bien des photos dans la rue, mais dans le cadre d'une manifestation. Par exemple, vous êtes en train de manifester, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le droit de le prendre en photo, tout simplement parce que c'est de l'information. Ou bien si c'est une photo de foule, ça veut dire qu'il y a toute une foule, ils ont pris une photo en grand plan, et vous, vous êtes une tête parmi des milliers. Mais quelqu'un qui prend votre photo, vous en train de faire quelque chose dans la rue, là, il n'a pas le droit de l'utiliser, ni de la publier, ni autre. Maintenant, nous avons aussi d'autres droits. Dans les droits extra-patrimoniaux, ce qu'on appelle les droits familiaux. Alors, on peut donner uniquement, généralement tout ce qui est en relation avec le droit de la famille. Par exemple, le droit d'un père de voir ses enfants en cas de divorce. Le droit des grands-parents de voir leurs petits-enfants. Alors, il faut savoir que dans la loi, si les parents empêchent les grands-parents de voir leurs petits-enfants, pardon, les grands-parents peuvent intenter une procédure en justice et ils ont le droit d'aller voir leurs petits-enfants. Maintenant, ce droit subjectif, d'où est-ce qu'il vient? Alors, généralement, on vous dit les sources sont classées en deux. D'abord, soit si la volonté de la personne joue un rôle, là, on va parler d'actes juridiques. Et si la volonté de la personne ne joue pas de rôle, là, on va parler de faits juridiques. Alors, un fait juridique, c'est quoi? Il faut savoir qu'un fait juridique, alors, ici, on publie la photo. Alors, de quelle photo vous parlez, cher? La photo de masse ou bien les photos personnelles? Alors, la photo personnelle, si quelqu'un la publie,
pouvez l'attaquer en justice, il risque des peines de prison, il risque de payer des amendes, il va vous payer dommages et intérêts, et il aura obligation de retirer la photo. Alors, l'effet juridique, c'est quoi? Alors, c'est des événements qui vont se produire sans la volonté de la personne. Ça veut dire que c'est un événement qui se produit sans que vous le vouliez. Par exemple, votre naissance. Personne ne vous a demandé votre avis avant de naître. Personne ne vous a demandé. Alors, si on met nos photos dans les réseaux et quelqu'un la publie. Alors, le problème qui va se poser sur les réseaux, c'est que vous avez fait en sorte que votre photo devienne publique. Et si vous avez mis votre photo dans le domaine public, eh ben, c'est que vous l'avez partagée avec tout le monde. Donc, quelqu'un d'autre peut la publier. À moins que vous mettiez une mention très claire sur la photo, tout droit réservé et interdiction de publier. Si la mention est sur la photo, là, vous protégez votre photo. Alors, même si la photo est publiée avec les amis, vous leur avez remis la photo. Alors, en droit, il faut savoir une chose. Quand vous remettez quelque chose à quelqu'un sans qu'il y ait de restriction lors de la remise, la personne peut en faire ce qu'elle veut. Vous me l'avez donné. Maintenant, tout dépend aussi. Si la photo a été prise dans un cadre intime et privé, etc., et que la personne figure sur la photo, etc., là, elle n'a pas le droit de la publier, si vous voulez, sur des réseaux publics. Ou bien si elle la publie, elle a l'obligation de flouter votre photo, votre image. Alors, pour revenir vers les faits juridiques. Alors, on a dit les faits juridiques, c'est des faits qui sont indépendants, c'est des événements qui sont indépendants de votre volonté. Par exemple, votre naissance, votre mort. Donc, c'est des faits qui ne dépendent pas de votre volonté. Ce n'est pas vous qui allez décider de naître ou de mourir. Alors, maintenant, de ces faits qui sont indépendants de votre volonté, il y a des choses qui vont découler. Par exemple, avec votre naissance, il va y avoir la création de votre personnalité juridique. Avec votre mort, il va y avoir le droit d'héritage à autrui. Donc, si vous êtes mort, automatiquement, d'autres personnes vont hériter de certaines choses. Maintenant, il y a d'autres faits juridiques où la volonté va jouer un rôle. Par exemple, quelqu'un qui va faire de l'excès de vitesse et qui va provoquer un accident. L'excès de vitesse a été voulu par la personne, mais l'accident n'a pas été voulu. Maintenant, en termes de droit, le fait juridique, c'est quoi? C'est l'accident dans cet exemple. L'accident est le fait. Donc, il va faire naître un droit chez la victime et une obligation chez le conducteur. Donc, la victime aura le droit d'être dédommagée et le conducteur a une obligation de dédommager la victime, de la rembourser. Pourquoi? Parce que c'était un fait volontaire. C'est lui qui a voulu faire de l'excès de vitesse. Maintenant, certes, il n'a pas voulu faire l'accident, mais l'événement déclencheur, c'est lui qui l'a provoqué. Donc, en d'autres termes, la personne qui a causé des dommages à une autre personne a obligation de la dédommager. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. Seulement, pour que cette responsabilité civile soit imposable, il va falloir qu'il y ait 3 conditions pour que la victime puisse avoir ses droits. La condition 1, c'est ce qu'on appelle la faute. C'est qu'il faut que la personne ait commis une faute qui peut être volontaire et bien qui peut être une faute par négligence. Dans notre cas, c'est volontairement qu'il a la vitesse est limitée à 80 par exemple, lui il roulait à 140. Donc il a fait déjà une faute. La deuxième condition, c'est qu'il doit y avoir un dommage. Le dommage peut être matériel, il peut être moral ou il peut être les deux. Dans notre cas, il a provoqué un accident, c'est qu'il a soit endommagé le véhicule de la victime, soit il a porté des dommages corporels, donc des blessures à la victime. Et il faut qu'il y ait la relation de cause à effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une preuve
que les blessures ou les dommages ont été créés par la personne à cause de la faute qu'il a commise. Dans l'exemple Tana, c'est l'excès de vitesse qui a conduit à l'accident et qui a conduit à la blessure de la victime. On va prendre un autre exemple. Un entrepreneur, il est en train de construire un bâtiment. En construisant son bâtiment, il a triché sur les quantités de ciment et sur la qualité du métal, de l'acier qu'il a utilisé pour faire les piliers. Le résultat des courses, le bâtiment s'est effondré. Donc là, on vous dira, c'est de sa faute, il doit dédommager les victimes. Les victimes, c'est quoi le dommage? Ils ont perdu leur maison, c'est un premier dommage. S'il y a des blessés, c'est la blessure. S'il y a des morts, c'est la mort. La faute, c'est quoi? C'est le fait d'avoir triché sur les matériaux et sur les normes de construction. Le rapport de causalité, le fait d'avoir triché implique effondrement, implique dommage. Mais il faudra arriver à prouver le fait qu'il a triché. Maintenant, imaginons qu'un entrepreneur a construit un bâtiment, il a respecté les normes, il y a eu un séisme, le bâtiment s'est effondré. Il y a eu un dommage, qui est la perte des maisons, les blessés, les morts, etc. Est-ce qu'il y a eu une faute? Il a respecté les normes, il n'y a pas de faute. Donc, il n'y aura pas de dédommagement des victimes par l'entrepreneur en question. Maintenant, s'ils ont assuré leur maison contre les catastrophes naturelles et autres, ça, c'est une autre paire de manches. Il n'y a pas cette causalité pour le dédommagement. Alors, on parlera aussi d'actes juridiques. Un acte juridique, c'est quoi? C'est quand une personne veut réaliser un résultat juridique. Et donc, ça veut dire que la volonté de la personne est présente et qu'elle joue un grand rôle. Par exemple, je décide de vendre. Là, j'ai cette volonté de vendre, c'est moi qui ai décidé. L'acte juridique peut être réalisé par une seule personne. Par exemple, le testament, ou bien par plusieurs personnes, le contrat par exemple. Quand on signe un contrat, je ne vais pas signer un contrat avec moi-même, je vais le signer avec une autre partie, ou bien avec plusieurs parties. Donc là, c'est un acte juridique qui a été fait par un groupe de personnes. Il faut savoir que dans les actes juridiques, la volonté a une très grande importance. Donc, et puisque la volonté est très importante, il y a des conditions concernant la volonté et ce qu'on appelle le consentement de la personne. Ça veut dire pour que votre acte juridique soit valable, il faudra que vous puissiez le faire par votre volonté. Il ne faudra pas que quelqu'un vous force. Si vous arrivez à prouver qu'on vous a forcé la main, par exemple, qu'on vous a tenu en otage et qu'on vous menacez de vous tuer pour faire l'acte juridique, ou là on vous tue. Là, si vous avez la preuve, votre acte juridique est nul. Il n'a aucune valeur légale. Maintenant, les conditions de consentement et de volonté, ça veut dire quoi? Il faudra que la volonté émane d'une personne déjà saine d'esprit, donc qui n'est pas folle. Il faudra qu'elle émane d'une personne majeure, donc un mineur ne peut pas faire d'acte juridique. La personne concernée peut faire cet acte seule, donc par elle-même, ou bien elle peut charger quelqu'un de le faire à sa place et en son nom. Généralement, quand vous chargez un notaire de faire l'acte, vous lui donnez une procuration. Quand vous chargez votre avocat de faire un acte juridique en votre nom, vous lui signez une procuration pour le faire. Il faut aussi que la volonté soit saine et qu'il n'y ait pas de vice, ce qu'on appelle les vices de volonté. Alors, les vices de volonté, c'est quoi? Vous avez déjà l'erreur. Donc, c'est le cas où la personne qui va avoir la volonté va commettre une erreur flagrante sur la qualité, par exemple, de la chose qui va la pousser. Alors, on parlera d'erreurs essentielles pour pouvoir annuler l'acte. Par exemple, j'engage quelqu'un pour faire... Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? J'engage quelqu'un, par exemple, pour me construire ma maison. Or, au lieu d'engager un architecte, j'ai engagé un plombier. Donc là, ça se voit que c'est une erreur flagrante. Il y a aussi le deuxième cas, où on parlera
de vice, ce qu'on appelle le dol. Le dol, c'est quoi? C'est le cas où vous êtes trompé avec des manœuvres par d'autres parties. Ça veut dire que quelqu'un va vous mentir, ou bien il va vous cacher des détails très importants, ou bien qu'il va utiliser d'autres personnes complices pour vous modifier la vérité. Je prends un exemple. Je suis en train de vous vendre une voiture. La voiture, elle est accidentée. La voiture fait un mille et une panne. Mais je vais vous mentir en vous disant non, la voiture, je dédame, fait un walou, je ne vous ramène pas un rapport qui certifie qu'elle ne contient aucun défaut. Dès que vous prenez la voiture, vous constatez qu'il y a plein de vices cachés, de défauts et d'anomalies. Si je vous ai montré ce rapport pour vous mettre en confiance, vous pouvez aller déposer plainte. Donc, vous regardez le rapport qu'il m'a montré, qu'il m'a donné, et voilà le véhicule, comment il est. Automatiquement, la vente sera annulée par le tribunal et vous récupérez votre argent. Pourquoi? Parce que l'acte juridique de vente a été passé de mauvaise foi. Donc, votre volonté a été trompée. Alors, il y a aussi la violence. Ça veut dire, dans ce cas-là, vous ne vous êtes pas trompé, vous n'avez pas été trompé, mais vous avez accompli l'acte juridique par crainte ou sous la menace. Donc, pour qu'elle soit valable, cette violence doit exister au moment de l'acte. Maintenant, la violence peut être soit physique, soit morale aussi. Vous ne devez pas forcément avoir des bleus pour dire, voilà, ils m'ont tabassé, mais ils peuvent vous tenir, vous menacer de mort, etc. Mais il faut avoir la preuve que c'est arrivé. Il y a une autre raison pour annuler l'acte juridique, c'est ce qu'on appelle l'objet de la cause. Ça veut dire tout simplement l'objet de l'acte juridique est illicite. Ça veut dire qu'il est contraire à l'ordre public. Je prends un exemple. Voilà, j'allais faire l'acte juridique de vendre du cannabis. La vente de cannabis étant interdite, l'acte juridique n'est pas valable en tant qu'acte juridique. Il y a aussi ce qu'on appelle les conditions de forme. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, il y a ce qu'on appelle le code civil. Bon, il existe un peu partout dans le monde aussi. Mais chaque pays a son propre code civil, où généralement, dans les grandes lignes, les codes civils des différents pays se ressemblent. Alors, le code civil exige que l'acte soit authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte qui atteste du fait juridique soit fait par des officiers publics. Par exemple, un notaire, un huissier de justice. Quand on parlera, par exemple, d'un contrat de vente d'un bien immeuble, par exemple, une maison, là, dans ce cas, il doit être fait par un acte authentique. Vous ne pouvez pas vendre une maison sans passer par un notaire. C'est pour cette raison que certains vendeurs de maisons vont exiger de l'acheteur, par exemple, de verser ce qu'on appelle des arts, donc verser une avance, en attendant de faire l'acte authentique. Mais si l'acheteur change d'avis, il ne va plus acheter, il va perdre la somme versée. Et si c'est le vendeur qui change d'avis, il ne veut plus vendre, il doit vendre. Il doit rendre le double de la somme. Généralement, c'est ce qui est dit dans la loi. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une condition de forme qui a été décidée entre l'acheteur et le vendeur. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors, question ou pas question? Alors, puisque vous n'avez pas de questions, moi j'en aurai une. Alors, supposons, on va imaginer le cas suivant. Alors, je vais vous le noter, comme ça vous allez. Alors, on va dire Zindel recrute Amin via un contrat de travail. Alors, durant son travail, Amin
va voler une imprimante. Zindine ayant des caméras sur le lieu du travail menace Amin de rendre l'imprimante ou sinon il va mettre les photos et la vidéo sur Facebook. Alors, est-ce que c'est un acte légal ou illégal? Est-ce que Amin, donc Belkhoja, pourra attaquer Zindine en justice? Il faut justifier, s'il vous plaît. Belkhoja, pour le moment, vous êtes un voleur. Hein? Je suis. Oui, je vous écoute. J'ai pas le droit de partager les photos de quelqu'un sur les réseaux. C'est. Mais rappelez-vous, on a dit on n'a pas le droit de partager les photos, sauf. Il y avait une exception, non? Monsieur, Oui. déjà, il n'a pas le droit de le menacer. Il peut aller à la justice directement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de le menacer? Parce que... La loi morale, monsieur. Mais attendez. Le droit moral, on en parle quand une personne, elle est nette, elle n'a rien fait. Ça veut dire que si j'écoute ce que vous dites, quelqu'un va venir vous voler, vous n'avez pas le droit de lui dire rends-moi ce que tu m'as volé, sinon on Québec. Québec, monsieur, mais c'est pas. C'est une menace. Attendez, c'est une menace. Monsieur. J'attends vos arguments. Pour le moment, je ne dis pas si c'est ni faux ni correct. Hein. J'attends vos arguments, ensuite je vais vous donner la bonne réponse. Oui. قلت لنا لو دروا ليماج كي يكون كاين اونكات برك اللي تقدر تخدم بلي فوتو هذوك نو ما بلي فيديو هذوك تقدر تاتاكي برك كوم سرقني ويعطيك جوج ولا دروا تاع تجيب ليماج هذيك وتعطيها للجوج مش تبيبليها اون بيبليك نو. D'accord, il y a cet argument. Alors, j'attends une dernière intervention, ensuite je vous donnerai la réponse. Alors, il y a Fethia qui nous dit qu'il n'y a pas une priorité dans les fautes. Alors, il faut savoir déjà que prendre des photos sur un lieu de travail n'est pas autorisé par la loi que dans des cas très rares. Il n'est autorisé que si il y a une mention déjà sur le lieu du travail pour dire cet endroit est sous vidéosurveillance. Donc, si cette mention existe, les caméras sont légales. Si la mention n'existe pas, les caméras sont illégales. Pour la simple raison que vous avez pris des gens en photo ou en vidéo à leur insu. Il y a déjà ce premier point. Le deuxième point, le fait de publier des photos, même si c'est un voleur, il peut vous attaquer en justice pour vous dire vous avez fait de la publicité sur moi, ce qu'on appelle en arabe tashhir. Donc vous avez fait de la diffamation. Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout à l'heure, la diffamation est interdite. Vous ne pouvez pas diffamer quelqu'un. Certes, c'est une preuve, mais vous ne pouvez pas la rendre publique. Et là, il aura gain de cause. Il y a eu même une affaire en Algérie où un maire était en train d'harceler physiquement une femme, à chaque fois dans son bureau, c'était à Boumakdas. La femme, au bout d'un certain temps, elle avait mis son téléphone, où elle a enregistré ce qui s'est passé, et elle a mis ça sur Facebook. Eh bien, le maire, la femme est partie en prison pour avoir publié les vidéos sur Facebook. Maintenant, Zindi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut menacer Belkhoja en lui disant « Tu es un voleur, j'ai la preuve, tu me rends ce que tu as pris, sinon je dépose plainte. »
Et le dépôt de plainte ne sera que consolidé par la vidéo. Par contre, il a le droit de prendre la vidéo en déposant la plainte et qu'on voilà, j'ai été volé, on m'a volé une imprimante. J'ai la preuve qui est ce qui a volé parce que j'ai des caméras de surveillance au bureau. Les vidéos. Là, ça va être une preuve à charge contre Belkhoja, comme quoi il a volé l'imprimante. Et là, le juge va le condamner automatiquement parce que qu'il y a la vidéo. Maintenant, le juge peut interpréter les images parce que Belkhoja peut lui dire je ne l'ai pas volé, faites le bureau A, dites le bureau B, pour qu'on me dise, parce que c'était fait partie de mon travail ou autre. Sauf si il y a des vidéos qui montrent qu'il est sorti avec du bâtiment carrément, ou s'il y a des, comment on appelle ça, des témoins qui montrent qu'il est sorti avec du bâtiment. Il ne faut pas oublier qu'en Algérie, l'image n'est pas une preuve absolue. La vidéo n'est pas une preuve absolue. C'est une aide. On la considère comme une preuve secondaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre une vidéo de quelqu'un, la donner au juge pour le directement avec la preuve. Le juge vous dira ce n'est pas une preuve tant qu'elle n'a pas été faite sous contrôle d'un officier de police judiciaire, etc., etc. C'est une aide qui va orienter les enquêteurs sans plus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, si c'est bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que vous avez un TP tout à l'heure. Donc je vous laisse une petite pause avant de commencer votre TP. Alors, on parle dans le cas si les caméras sont autorisées. Oui, on parle dans le cas si les caméras sont autorisées. Si les caméras ne sont pas autorisées, vous ne pouvez même pas aller déposer plainte contre Belkhoja. Parce que vous déposez plainte, c'est vous qui allez avoir des problèmes par la suite. À vrai dire, ce n'est pas une menace, c'est une mise en garde dans ce cas-là. Parce que là quand vous dites à quelqu'un, tu me rends ce que tu m'as volé au Québec, vous n'êtes pas en train de le menacer de faire quelque chose d'illégal. Vous êtes en train de le menacer de faire quelque chose de légal. Et ce n'est pas considéré comme une menace, c'est considéré comme étant le fait que vous êtes en train de lui donner une chance de rétablir sa faute, sinon il risque d'aller en prison. La menace, ça aurait été de lui dire « Tu me rends, sinon je te tue, ou sinon je te casse la gueule, sinon je te fais ceci ou cela. » Ok. Sur ce, on va arrêter là pour aujourd'hui.